Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, l'émission de controverses, de débats du Figaro Live. C'est tous les jours à la même heure. On est très heureux de vous retrouver. Je vous propose de découvrir en images tout de suite le sommaire de l'émission du jour. Nous allons revenir sur les déclarations faites par le président de la République hier soir à l'association de la presse présidentielle. Emmanuel Macron a exprimé son souhait de frappe militaire contre la Syrie si la preuve est donnée que le régime de Bachar el-Assad a employé des armes chimiques. Est-ce une bonne idée? Nous en parlerons. Et puis nous évoquerons aussi un autre point de l'échange du président de la République avec les journalistes. Il a parlé de façon assez personnelle de son parcours, de la solitude, de sa charge. Il a même parlé d'effraction pour parler de son arrivée au pouvoir. Est-ce un instant de lucidité ou des confidences un peu curieuses? Vous nous donnerez votre avis. Nous parlerons aussi de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget de François Hollande, est jugé en appel pour fraude fiscale. Il est cette fois dans un repentir bien plus clairement exprimé qu'en première instance, faut-il le croire? Nous en débattrons. Et puis nous parlerons de cette affaire révélée par Le Figaro. L'écrivain et académicien Michel Déon ne sera pas enterré à Paris, contrairement à la demande qui en avait été faite par sa famille, parce qu'il n'était pas résident à Paris et qu'il n'avait pas de caveau là-bas et qu'il n'est pas mort non plus à Paris. Est-ce un juridisme étroit ou une preuve de sectarisme? Nous en parlerons avec nos 4 invités. Je suis très heureux d'accueillir ce soir Anne-Sophie Beauvais. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Émile. Émile comme Émile Boutmy, le fondateur de l'École libre des sciences politiques. Émile est le magazine des anciens de Sciences Po. Vous êtes aussi l'auteur de Sciences Po pour les nuls aux éditions First. Bonsoir Guillaume de Monjou. Bonsoir Guillaume. Vous êtes très grand reporter au Figaro Magazine. Denis Tillinac est avec nous aussi. Bonsoir Denis. Bonsoir Guillaume. Écrivain, journaliste, essayiste. Votre dernier roman, un peu autobiographique mais pas complètement, puisque le titre est caractériel, ce que vous ne semblez vraiment pas être. Ça a été publié il y a quelques semaines chez Albin Michel. Et bonsoir Renaud Girard. Bonsoir. Vous êtes bien sûr le chroniqueur international du Figaro. Les lecteurs du quotidien vous retrouvent chaque mardi matin. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres. Le dernier d'entre eux, Quelle diplomatie pour la France? Prendre les réalités telles qu'elles sont, a été publié aux éditions du Cerf. Je vous propose, chers amis, de commencer cette émission par un hommage à un grand journaliste qui était aussi un ami pour toute la rédaction du Figaro. Paul-Henri Dulimbert vient de mourir. Paul-Henri était le numéro 2 de la rédaction, le directeur délégué des rédactions du Figaro. C'était l'adjoint irremplaçable, précieux d'Alexis Brézet. Vous connaissez Paul-Henri Dulimbert parce que c'était bien sûr l'éditorialiste politique du journal. Il avait aussi beaucoup d'autres cordes à son arc. Par exemple, vous vous souvenez sûrement du feuilleton de l'été, Philippulus, qui a réjoui les lecteurs du Figaro quotidien plusieurs étés de suite. Eh bien, Philippulus, c'était Paul-Henri. C'était là l'une des facettes de son talent. C'était aussi un spécialiste de Proust. Il était capable de vous réciter une page entière de La Recherche du temps perdu, comme ça, sans même y réfléchir. C'était un homme élégant à tous égards. Il avait d'ailleurs sa place dans Point de Vue quand on a créé l'émission. Il avait dit, mais bien sûr, j'en serai. Il était prévu qu'il vienne tous les vendredis dans Point de Vue. Et malheureusement, la maladie l'a forcé à s'éloigner du Figaro, cette maladie qui vient de l'emporter. Renaud Girard, vous avez travaillé avec Paul-Henri? Oui, puisqu'il était comme numéro 2 du Figaro. Il était donc mon patron. Je n'étais pas dans le même secteur, parce que moi j'ai toujours travaillé dans le secteur international et lui était dans le secteur politique, il a toujours été dans le secteur politique. Mais c'était un homme qui avait plusieurs qualités. Donc, il y avait d'abord, pour un journaliste, ses qualités de culture, ses qualités d'élégance, c'est-à-dire qu'il écrivait bien, ses articles étaient très agréables à lire, et aussi de simplicité. On comprenait toujours ce que vous disait Paul-Henri, soit à l'écrit, parce que souvent il avait une chronique d'ailleurs le samedi dans le Figaro, soit à l'oral, puisque c'était un homme extrêmement abordable et très confraternel, très sympathique. Et il avait toujours un point de vue original. Il vous résumait, parce que moi souvent je lui demandais de me résumer toute cette guerre. Par exemple, vous savez, les guerres à l'intérieur de la droite, c'est toujours très compliqué, ça n'en finit pas, on ne comprend rien, etc. Et lui, il y avait toujours en 3 phrases, il me résumait tout, et j'étais donc au courant des guerres intestines à la droite française. Il pouvait comme ça résumer une situation politique compliquée. Et évidemment, c'est une
c'est une perte pour le Figaro parce qu'il était très amical et tout le monde, en fait, l'aimait bien. Il avait, et son autorité, en fait, comme numéro 2 de la rédaction, était tout à fait naturelle. Il l'exerçait naturellement au Figaro grâce, vous l'avez dit, à sa compétence et à sa culture. Voilà, de beaux hommages qui sont rendus sur Twitter. Vous avez pu en découvrir quelques-uns, de responsables politiques comme François Bayrou, de confrères aussi comme Bruno Jeudi de Paris Match et Sébastien Le Foll du Point. Bien sûr, le Figaro rendra hommage à Paul-Henri et nous sommes heureux, quant à nous, de lui dédier l'émission de ce jour. Je vous propose de commencer par le premier sujet. Est-ce une bonne idée d'aller bombarder la Syrie? C'est une question qu'on peut se poser à la suite de l'échange qu'a eu hier Emmanuel Macron avec l'association de la presse présidentielle. Échange hors caméra, hors micro, mais néanmoins non dénué de carnet de notes de la part des interlocuteurs du président de la République, qui leur a dit: si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils en Syrie, nous frapperons. Dès que la preuve sera établie, je ferai ce que j'ai dit. Renaud Girard, c'est une bonne idée d'aller bombarder la Syrie? Je pense qu'il faut toujours être, effectivement, vous avez raison de poser cette question, parce qu'il faut toujours être méfiant. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en guerre, il faut toujours voir loin, se dire, est-ce que c'est une bonne chose pour la France d'entrer en guerre contre la Syrie en bombardant ses installations militaires. Mais en l'occurrence, il y a eu un accord international, c'est l'accord Kerry-Lavrov, donc entre les États-Unis et la Russie. La France de Hollande n'avait pas été invitée, ça se passe en septembre 2013, sur le désarmement chimique de l'armée du régime syrien, avec donc l'accord de l'armée du régime syrien. Et il se trouve que de manière tout à fait raisonnable et judicieuse, notre président Emmanuel Macron a invité Vladimir Poutine en mai dernier à Versailles. Et ils ont évidemment beaucoup parlé du dossier syrien. J'avais moi-même vu ensuite en tête-à-tête Vladimir Poutine. On se souvient de son interview. Et j'avais vu qu'il était extrêmement compétent sur la Syrie. C'est un dossier qu'il suit directement lui-même, la Syrie, Vladimir Poutine. Et il y a eu un accord, qui a été publié, entre les présidents russes et le président français, qu'aucune attaque chimique ne saurait tolérer désormais d'où qu'elle vienne. Parce que vous savez que les Américains ont prouvé que les islamistes avaient aussi utilisé des gaz chimiques dans des attaques. Or, cet accord n'a pas été respecté. Voilà. Alors, si effectivement nous avons des preuves que le régime de Bachar aurait utilisé le chlore, l'arme chimique, sur la Ghouta. La Ghouta, c'est une sorte d'oasis qui est à l'est de Damas et qui a toujours été d'ailleurs, lorsqu'il y avait des insurrections contre les Français, ça se passait déjà dans les années 20 dans la Ghouta, en 1945 aussi, enfin ça s'est toujours passé là. Et s'il était avéré que la Ghouta ait été bombardée à l'arme chimique la semaine dernière, on n'a pas encore de preuves, il n'y a pas eu d'enquête internationale de l'ONU là-dessus, je pense que là, oui, il faudrait agir parce que, comme on disait en latin autrefois, pacta sunt servanda, les accords internationaux doivent être appliqués. Vous le disiez à l'instant, les Syriens n'ont pas respecté leur engagement. Rex Tillerson, le patron de la diplomatie américaine, en faisait d'ailleurs le reproche, pas seulement aux Syriens, mais aussi aux Russes, en disant « c'était à vous de faire respecter cet accord ». Écoutez ce qu'il disait le mois dernier à Paris. Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria calls into question its relevance to the resolution to the overall crisis. At a bare minimum, Russia must stop vetoing and at least abstain from future Security Council votes on this issue. Denis Tillinac, elle est justifiée, cette menace d'intervention française contre Bachar al-Assad, qui était quand même un peu notre allié, même indirect, parce qu'on se battait avec lui contre Daesh. Oui, c'est pas notre allié. Même pour les Russes, je pense. Enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Renaud, qui est infiniment plus compétent que moi. J'ai l'impression que pour Poutine, c'est un allié de plus en plus encombrant. Bachar. Deuxièmement, je pense qu'il n'y aura pas de solution avec Assad, au fond. Et troisièmement, je pense que depuis Hitler et Staline, c'est le plus grand tueur en Syrie de l'histoire de l'humanité du XXe siècle. Enfin, on est au XXIe.
Donc, il y a un Il y en a eu moment... d'autres, il y a eu Pol Pot. Oui, Pol Pot. J'oubliais pas. Il y a eu le génocide du Rwanda, il y en a eu d'autres. Et le Rwanda, c'est vrai aussi. Non, oui. Il fait une guerre cruelle. Oui, il fait une il guerre fait une cruelle. guerre De deux cruelle, côtés, la oui. guerre est très cruelle. Alors c'est vrai que Poutine a été plein d'ambiguïté longtemps. Bon, à partir du moment où il a lui-même signé cet accord, il le fera respecter. On ne pouvait pas le faire contre l'aval de Poutine, mais je crois que le président de la République a eu raison. Alors, merci à tous les internautes qui donnent leur point de vue. Vous savez que c'est l'un des principes de cette émission. Il n'y a pas que dans le plateau qu'on exprime son opinion. One Shot qui nous dit, sachant qu'il y a des bases russes sur le territoire syrien, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vrai, Renaud Girard, il y a des installations russes au sol en Syrie? Oui, tout à fait. Il y a des bases russes. Ils ont même négocié, si vous voulez, quand les Russes sont arrivés en septembre 2015 pour sauver le régime syrien. Je crois d'ailleurs qu'ils ont bien fait, parce que sinon Damas serait tombé aux mains des islamistes, et je pense que la situation serait encore pire. Je pense que si les Russes n'étaient pas intervenus, on aurait eu un génocide immédiat des Alaouites, et tous les chrétiens eussent été expulsés vers le Liban, au mieux. Mais ils ont négocié avec le régime de Bachar al-Assad des bases souveraines, l'une est navale à Tartous, et l'autre aérienne à l'attaquer. Mais si il y avait des frappes françaises, elles seraient en tout cas évidemment faites en collaboration, en coopération avec la Russie, parce que ce qui a été décidé à Versailles, c'est que la Russie et la France agiraient ensemble contre quiconque violerait l'embargo chimique. Donc il est évident, pour répondre à cet auditeur, il est évident que l'armée russe serait au courant de nos actions militaires. D'autres internautes font part de leur réticence sur cette intervention possible. Patricia qui nous dit rien à proposer pour aider les Kurdes, point d'interrogation. Les Kurdes dont on sait qu'ils sont l'objet d'une offensive féroce de l'armée turque. Et puis 94 Sirob qui nous dit quand nos politiques sont incapables de gérer la France, mieux vaut ne pas aller semer la zizanie à l'étranger. Est-ce votre avis, Guillaume de Monjou? Moi, je pense qu'en effet, les Kurdes étaient nos alliés. Ne nous trompons pas d'ennemis. Hein. Les ennemis, c'est les djihadistes aujourd'hui. C'est vraiment la vraie figure à combattre et à essayer de neutraliser. Et je dirais que dans ce combat, c'était plutôt les Kurdes, nos amis. Donc là, on leur a fait un très mauvais coup. Et je crois que notre position sur la Syrie depuis 6 ans est absolument indéfendable, et toutes les séquences l'ont été. Et d'ailleurs, le mot ligne rouge, je le trouve extrêmement maladroit de la part d'Emmanuel Macron. C'est le mot qu'il a utilisé hier en disant que ce sera une ligne rouge sur la Syrie, l'emploi de ces armes chimiques, parce que c'est le même mot qu'avait employé Barack Obama en août 2013 et qui n'est pas intervenu après le vote au Congrès, etc. Et donc en fait, c'est le mot qui représente déjà toute une espèce d'incantation. C'est le fier à bras, quoi. C'est le mot fier à bras qui finalement n'a pas d'issue sur le terrain. Et la vraie bataille, elle est sur le terrain. Et je pense que notre intervention, si on la faisait pour taper 3 endroits en Syrie éventuellement, elle n'aurait pas vraiment un impact sur le rapport de force réel qui est sur le terrain. C'est un concept, vous avez tout à fait raison, c'est un concept stratégique très peu utile, la ligne rouge. On n'a jamais vu d'ailleurs De Gaulle employer ce mot de ligne rouge. Lorsque Bourguiba a pris la base, c'était Mersel-Kébir, je crois, Bizerte, la base de Bizerte la base de Bizerte par surprise, eh bien, il n'y avait pas eu de ligne rouge, il s'est pris les parachutistes français sur le dos et on a libéré Bizerte. Non, je crois qu'il ne faut pas se lier, c'est très mauvais de se lier par des lignes rouges, ou même il ne faut pas donner à l'ennemi son intention. Quand Barack Obama a dit qu'il ne mettrait jamais des boots on the ground en Afghanistan ou qu'il limiterait le contingent américain en Afghanistan, immédiatement, ça a donné de la puissance aux talibans. Donc il ne faut pas indiquer sa stratégie à l'avance à l'ennemi et il ne faut pas se lier les mains. Vous avez tout à fait raison de critiquer ce concept de ligne rouge. Je vous propose de passer à une autre partie de l'échange entre le président de la République et l'association de la presse présidentielle. C'était toujours hier soir. Emmanuel Macron a un peu parlé de lui, de son parcours, disant notamment, d'après les propos qui ont été rapportés par les journalistes, « J'ai pris la mesure de la charge de président de la République, évidemment, du poids de celle-ci, de la solitude qu'elle implique. Il y a une part d'ascèse. Je ne suis pas l'enfant naturel des temps calmes de la vie politique. Je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire. Une effraction, parce que la France était malheureuse et inquiète. Cette espèce de retour sur soi, c'est comme
Comment est-ce qu'on peut l'analyser? Anne-Sophie Beauvais, vous avez l'habitude d'avoir des confidences de responsables politiques. Il y a eu notamment une interview rare de Nicolas Sarkozy dans votre magazine où il se livrait un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos du président? Je pense que c'est un moment de vérité. Il ne faut pas exclure que de temps en temps, nos politiques parlent un petit peu d'eux-mêmes et avec une sincérité. Moi, je la ressens en tout cas dans ces propos d'Emmanuel Macron. Et puis, je dirais que je ressens aussi quelque chose d'assez générationnel. Je pense que quand il dit « je ne suis pas l'enfant naturel des temps calmes de la vie politique », on appartient, lui et moi, à la même génération. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'après 21 avril 2002. Et je me demande si ce n'est pas à cela aussi qu'il fait un peu allusion. C'est-à-dire qu'on est un peu les héritiers de cette situation politique où, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait peut-être penser un tout petit peu les choses différemment. Et puis, Emmanuel Macron... Enfin, on l'a dit 150 000 fois, c'est vrai qu'il fait irruption dans la vie politique. C'est totalement inédit d'avoir un président de la République qui n'a jamais été élu. Enfin, c'est une situation totalement inédite. Donc, il commence à prendre un peu conscience du poids de la charge. Il n'a pas eu ce parcours habituel qui fait que, voilà, on grandit à travers les mandats qui sont les nôtres, on s'exerce un peu au sein d'un Parlement et j'allais dire, c'est une longue conquête de devenir président de la République dans notre pays. Donc, la situation est totalement inédite. Il a fait ses classes à travers une campagne qui a été quand même très, très éclair, voilà, qui commence un moment à prendre conscience un petit peu de tout cela. Moi, j'entends beaucoup de sincérité, en tout cas. Denis Tillinac, c'est incroyable, il parle d'effraction. Mais l'effraction, c'est quelqu'un qui rentre quelque part où il n'aurait pas dû être. Oui, le mot sincérité peut-être, il est très maîtrisé. Hein. Rien n'est laissé au hasard. Et l'irruption est quand même préparée d'assez longue date, en définitive. On le découvre de plus en plus. Quelques années, au moins, pour le moins. C'est pas comme ça, simplement. Alors, c'est vrai que l'effraction, elle vient du fait... Bon, on dit toujours qu'un vrai homme d'État, il faut qu'il fasse une grande trahison une fois dans sa vie. Il faut qu'elle soit grande et il faut la réussir. Bon, il a j'allais presque dire, avec 2 couteaux, égorgé Hollande et Valls d'une manière remarquable, avec le sourire, en tenant des bassines pour qu'il n'y ait pas du sang partout. Il n'y a pas eu de sang partout. La plupart des socialistes l'ont rallié sans problème, une partie d'ailleurs de la droite aussi. C'est vrai qu'on a eu l'impression d'effraction parce que la logique politique voulait que ce soit le tour de la droite. Ça avait été celui de la gauche parce que Sarkozy avait déçu certains, et puis bon, Hollande en a bénéficié, et puis ça a pas, les Français, le président n'a pas tort de dire la France malheureuse et inquiète un peu, oui c'est vrai, et puis désemparé, sentiment de dépossession. Bon, il s'est fait là-dedans, il a fait avec beaucoup de talent. Moi je trouve qu'il a fait preuve d'audace. La sincérité, oui, c'est quand il dit je commence à prendre conscience qu'on est seul, quoi. On est vraiment seul. Il n'y a pas de conseiller du prince, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement, tout ça. Je m'en suis rendu compte du temps de Chirac, mais c'est pareil pour tous. On est seul et on n'est jamais préparé. Mais justement, même si on a été ministre, Premier ministre, député, président de conseil général, maire, on n'est jamais prêt à être président de la République. On est dans un régime où c'est pas seulement le chef de l'exécutif, c'est pas Downing Street. Hein. Il y a 15 siècles d'inconscient monarchique derrière. Il y a tout ça qui pèse sur les épaules, et là on se sent vraiment seul. Vous le disiez, vous y faisiez allusion plus exactement, vous êtes un ami proche de Jacques Chirac, vous avez été souvent un visiteur du soir de l'Élysée. Est-ce que Jacques Chirac aussi se réfléchissait comme ça à haute voix sur lui-même, sur la solitude de sa charge? Pas lui, non, il avait une pudeur extrême, il ne parlait jamais de lui. Jamais de lui, mais j'ai vu que les premiers mois, il y a eu une prise de conscience que ce n'était pas aussi simple. Bon, tout d'un coup, il a découvert qu'il y avait, par exemple, les impératifs inhérents au traité de Maastricht qu'il fallait respecter pour entrer dans l'euro. Bon, ça a obligé Juppé à modifier sa édicte, à tomber dans l'impopularité. Non, il a quand même pris conscience que c'était une campagne, il savait faire, mais président de la République, il fallait apprendre quand même. Guillaume de Monjou. Mais à la différence de tous ceux que vous mentionnez, en fait, Emmanuel Macron, il est arrivé avec toute sa sève au pouvoir. Il n'a pas été épuisé par 15 ans, 20 ans de lutte intestine. Et donc, en fait, il arrive et il est dans cette espèce de... Là où il parle d'irruption, c'est... D'innocence, il a dit. Oui, il parle d'innocence, il parle d'ascèse, c'est intéressant. Et je me demande, moi, quelle est la marge de vérité, de sincérité dont on est capable à se... Non, mais je pense c'est un tueur innocent. Un tueur innocent, dit Denis Tillinac. Ça n'est pas forcément
on va laisser finir Guillaume. Et je dirais, il y a deux choses. Je trouve que là, c'est un coup réussi, 120 journalistes et pas une caméra, pas un micro. Je trouve ça génial. Parce qu'en fait, à la fin, on a tous des dépêches, on butine à droite, à gauche, les impressions, les phrases maladroites, mal écrites sur des carnets griffonnés et tout ça. Et en fait, on est obligé de réfléchir à ce qu'il a voulu dire. On n'est pas complètement dans un truc raide et sec comme l'écran, comme le côté très tenu. Et comme vous le disiez très bien, il est hyper contrôlé, un peu métallique. Donc quand il dit c'est une A16 et tout ça, je trouve que quand même, il a un bon recul sur lui-même. Mais quelle est la marge, en fait, qu'un président à ce poste, avec tous ses conseillers qui font aussi un peu écran avec le monde extérieur, a quelle est la marge de vérité à laquelle il a accès? Et ça, c'est ma question. Et je me dis, en fait, toutes ces réponses-là, elles étaient un peu contrôlées. Il n'a pas fait de débordement. Il avait des éléments de langage sur à peu près tous les sujets d'actualité. On ne l'a pas senti à un endroit extrêmement sans filet. Donc, c'est toujours un exercice fascinant, mais un peu frustrant. Une lucidité... une lucidité travaillée, bien travaillée. Par définition, les conseillers, quels qu'ils soient, quelle soit leur valeur personnelle, n'ont qu'un pouvoir de nuisance pour le président de la République, parce qu'il faut qu'on ne lui dise jamais rien. Un président de la République, c'est déjà vrai de pas mal d'un Premier ministre, c'est son directeur de cabinet qui fait l'essentiel du boulot. Le président de la République, c'est un cocu d'une pièce de Fédot. Il ne sait rien, parce qu'on lui cache tout. On euphémise, on tamise. Je pense qu'Emmanuel Macron, quand même, a une extrême grande maîtrise et cette conférence de presse, d'une certaine manière, le montrait aussi. C'est-à-dire, je pense qu'il contrôle énormément de sujets à un point qui est quand même assez rare. Là où c'est nouveau, c'est que peut-être il va aux médias et aux services et aux trucs sociaux lui-même. Chirac, Mitterrand, c'était des gens qui se disaient « Monsieur le Président, aujourd'hui, tout va bien. » Vous n'avez pas... Chirac et Mitterrand ne lisaient jamais un journal. Je crois que il a eu deux grandes formations, en fait, Macron. À part la formation intellectuelle, qui lui sert beaucoup, et sa formation de comédien, parce qu'il a beaucoup joué à la Providence, et ça le sert beaucoup. Et une formation intellectuelle solide, puisque... il a été prix du concours général de français, il a fait 3 Cannes, c'est un homme il a fait l'ENA, et c'est un homme qui a donc une solide formation. Mais récemment, qu'est-ce qu'il a eu qui l'a vraiment beaucoup aidé? Eh bien, il a vu l'exemple, il a côtoyé le contre-exemple de la politique française, le mauvais roi, le roi fainéant, le roi surtout, pire que fainéant, le roi indécis. Parce que Chirac, on pourrait dire que c'est un peu le roi fainéant, mais le roi indécis. Le roi indécis qui est incapable de prendre une décision, c'est-à-dire Hollande. Et donc, il a vu ça. Donc, il a su ce qu'il ne fallait pas faire en politique. Ça, c'est une formation. Et puis, il a une deuxième formation qui était un peu avant ce temps-là. C'est quand il est sorti de l'ENA comme inspecteur des finances. Il a été rapporteur adjoint de la commission Attali, qui était une commission que Sarkozy, à raison d'ailleurs, m'a demandé quels sont les problèmes de la France et comment il faut les résoudre. Malheureusement, Sarkozy n'a pas appliqué les résolutions très saines qui avaient été formulées par la commission Attali. Mais au moins, en tant que rapporteur adjoint, il était extrêmement actif. Il s'est replongé, en fait, c'est comme s'il avait fait une deuxième ENA, mais vraiment sur le terrain. Il s'est replongé dans tous les problèmes de la France. Donc en fait, c'est vrai qu'il a cet avantage. Il a cet avantage de bien les connaître, tous ces problèmes, de connaître les dossiers, mais même des dossiers très techniques, des dossiers sociaux extrêmement techniques. Et puis, il travaille, il faut dire aussi, qu'il travaille très vite et qu'il travaille beaucoup, parce qu'il faut le voir, quand vous prenez l'avenue Gabriel, vous passez à 1h30 puisque vous sortez très tard d'un dîner. Vous savez, la grille du coq, la grille du coq, il y a des jours, il y a un jour dans la grille du coq, et bien vous voyez, de son bureau d'angle du premier étage, il y a la lumière. Il revient travailler à son bureau après le dîner et il travaille jusqu'à 2h du matin tous les soirs. Donc c'est un type qui travaille beaucoup. Ça, c'est un avantage. Il est jeune, vous avez dit, vous l'avez très bien dit, il est venu avec toute sa sève, et donc toute son énergie. Il sait qu'il aura une vie après aussi. Maintenant, il nous a joué magnifiquement plusieurs ouvertures, comme les ouvertures de Rossini. Il faut passer maintenant au premier acte, au deuxième acte. Voilà, il faut passer à... Voilà. Anne-Sophie Bauvet, trop de communication, trop de confidence, ça peut devenir contre-productif pour lui, vous croyez?
Je ne suis pas sûre qu'on soit encore dans le trop de confidence pour ce qui concerne Emmanuel Macron. Par contre, c'est vrai qu'on est dans une communication qui est extrêmement maîtrisée. On a eu droit aussi à un film quasiment publicitaire de l'Élysée qui était très proche, enfin publicitaire, très tourné, très cinématographique de l'action d'Emmanuel Macron. Il est dans une communication très très maîtrisée, dans une personnification effectivement de cette communication, de toute l'action présidentielle. Mais en même temps, hier, qu'ils prennent ce moment face à des journalistes pour finalement expliquer, parce qu'il y a eu énormément de chantiers qui ont été ouverts, donc prendre aussi ce temps d'explication qui a été un temps long. Je trouve que c'est quand même une œuvre utile, mais voilà. Vous pensez, Guillaume de Monjou, que le président de la République va créer un contact plus facile avec ce genre de confidence? On dit qu'il est un peu distant par rapport aux Français, qu'il est surtout le représentant d'une certaine élite. Moi, je pense qu'il aura toujours un problème de contact immédiat et dans la simplicité. Parce qu'en fait, c'est un homme qui, à mon avis, c'est ce que dit Peter Handke, le réalisateur autrichien, il dit que le talent, c'est la confiance. En fait, il a une telle confiance en lui que tous ses talents peuvent émerger et son talent, c'est d'avoir confiance en lui. Et je pense qu'il se retrouve devant une France extrêmement en souffrance, fracturée, avec des lourds... et je l'ai vu un peu avec des larmes au Bataclan. Enfin, j'ai senti qu'il y avait des espaces d'émotion possibles, mais eux-mêmes sont très encadrés. Il a un vrai paradoxe, Emmanuel Macron, parce qu'il est à la fois dans une maîtrise parfaite et totale de lui-même, et en même temps dans une empathie assez sincère vis-à-vis des autres. Tout est dans le assez. Oui, mais il a quand même, et en tout cas ses proches, ses proches sont aussi dépeignent aussi ce paradoxe, c'est-à-dire qu'il a une disponibilité vis-à-vis de ses proches qui est quand même très grande, une écoute qui est quand même très grande, mais il est seul dans la décision. Je pense qu'il l'était déjà avant de devenir président de la République et qu'il en a encore plus conscience aujourd'hui, mais qu'il a quand même cette disponibilité et cette empathie sincère, mais c'est un personnage extrêmement maîtrisé. Vous nous donnez votre avis sur les réseaux sociaux. Joël nous dit « Macron a beaucoup reculé sur de nombreux sujets sociétaux, tant Notre-Dame-des-Landes, qui a été le clou du spectacle. Donc en fait, c'est tout simplement de la com. » Je vous donne cette information qui vient de tomber. Jawad Ben Daoud, vous savez qu'on a appelé le logeur de Daesh à Saint-Denis, vient d'être relaxé. Il avait logé 2 des auteurs des attentats du 13 novembre 2015. Il a donc été relaxé il y a quelques minutes par le tribunal correctionnel de Paris, alors que l'accusation avait requis 4 ans de prison. Je ne sais pas si vous avez une réaction à chaud là-dessus, à part qu'on peut déjà imaginer la difficulté des Français à comprendre ce jugement. Il avait dit qu'il n'était pas au courant de la nature des activités de ce Et apparemment, il a convaincu le tribunal. Apparemment. Merci. Je vous propose de passer à un autre sujet, un autre accusé, mais qui, lui, n'a pas encore été relaxé, en tout cas pas en appel. Il s'agit de Jérôme Cahuzac. On se souvient tous de l'ancien ministre délégué au budget qui avait juré les yeux dans les yeux aux parlementaires réunis à l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. Il a été convaincu du contraire. Il a été condamné assez lourdement, 3 ans de prison ferme en première instance pour fraude fiscale. On estime qu'il avait environ caché 700 000 € au total à l'étranger. Jérôme Cahuzac a fait appel du jugement et le voilà qui repasse devant un tribunal. Simplement, la différence, c'est que cette fois-ci, il reconnaît les faits. Il a dit hier, lors de la 2e journée de son procès en appel, « Je reconnais les faits, c'est une faute que j'assume, même si ça n'excuse pas la fraude ». Est-ce qu'on peut croire à ce repentir, selon vous, Renaud Girard? Oui, je ne vois pas pourquoi... je n'y croirais pas. Il y a 2 choses chez Cahuzac. Il y a effectivement d'avoir gagné de l'argent comme chirurgien esthétique et de l'avoir mis en Suisse pour éviter, donc j'imagine, ils recevaient du cash et pour éviter de payer l'impôt sur le revenu et éventuellement ensuite l'impôt sur la fortune. Alors c'est vrai que ça fait quand même très mauvais effet quand ensuite on devient ministre du budget, qu'on augmente les impôts et qu'on augmente les pénalités qui sont infligées aux fraudeurs, aux évadés fiscaux. Ça fait très mauvais effet. Mais on l'a aussi accusé, et je crois qu'il n'a pas été reconnu coupable de ça, ou qu'il n'a pas, enfin, il n'y a pas eu d'enquête définitive là-dessus contre lui. Ce
qui aurait été encore beaucoup plus grave, selon moi, c'est s'il avait vendu ses services. Il avait été pendant longtemps le principal conseiller du ministre de la Santé, et s'il avait, contre de l'argent, payé par les laboratoires pharmaceutiques, accepté le remboursement ou des faveurs faites à ces médicaments. Ça serait de la corruption d'État très grave. Je pense que ceci n'a pas été prouvé contre lui. Et ça serait très grave. Mettre 700 000 € à l'abri en Suisse, est-ce que ça mérite 3 ans de prison ferme? Je crois que pour prendre 3 ans de prison ferme, il faut faire vraiment quelque chose de très grave. Il faut que la justice, pour moi, soit la même pour tous les justiciables. C'est pas parce qu'il a été ministre du budget que ça... C'est un peu ce qu'on dit. Ah non, mais que par ailleurs, il a une sanction politique. Mais il a pris cher. Voilà. Mais est-ce que planquer 700 000 € en Suisse avec sa femme, je crois, justifie 3 ans de prison. Il s'est brouillé, ça justifie 3 ans de prison. Quel est votre avis là-dessus, Anne-Sophie Beauvais ? La proportionnalité des peines, quoi. Voilà, c'est tout. Et je suis très sensible à cette façon de présenter les choses parce que je trouve que ces affaires judiciaires qui touchent les politiques, moi, me questionnent vraiment sur un sujet. C'est le sens de la peine qu'on veut leur infliger. Et parfois, j'ai quand même le sentiment on parle de peine exemplaire pour les politiques parce qu'on part du principe qu'ils doivent avoir un comportement exemplaire. Mais c'est quoi une peine exemplaire? Parfois, ça ressemble un petit peu à un châtiment. Et moi, j'échangeais avec Antoine Weil, l'avocat de Cahuzac, qui a donc l'associé de Maître Dupond-Moretti. Ils ont eu affaire à des affaires extrêmement lourdes, récemment le procès Mera, et il me disait, c'est la violence qu'il y a dès que ça touche un homme politique, on la mesure beaucoup plus même que sur une affaire qui a touché le frère de Mohamed Merah, donc une affaire qui a quand même été lourde aussi à porter puisqu'elle touchait au terrorisme. C'est le sens de la peine. Est-ce qu'on le juge pour ce qu'il a fait ? C'est-à-dire, à l'époque, il était un contribuable, j'allais dire, comme les autres. C'est pas pour dire que ce qu'il a fait est bien, mais à l'époque, il n'était qu'un contribuable comme les autres. Le seul problème, c'est qu'à un moment, il est devenu le gendarme de cette... Bon, oui, mais après. Donc, qu'est-ce que veut la justice? Est-ce qu'on doit le juger pour ce qu'il a fait ou est-ce qu'on doit le juger parce que après c'est devenu un homme politique, parce qu'après cet homme-là politique a menti? Donc, c'est quel sens? Et moi, la peine si on exemplaire... le juge pour mensonge, il faut qu'on le dise. Sophie, vous terminez. Oui. Voilà. Moi, la question de cette peine exemplaire pour les politiques, sincèrement, me pose question et je me demande pourquoi on les juge. Est-ce qu'on les juge pour ceux qui veulent un châtiment pour ces politiques-là ou est-ce qu'on les juge au regard du droit? Est-ce qu'on en fait une question strictement juridique? Et moi, j'ai tendance à penser, en tout cas, j'ai toujours beaucoup d'indulgence pour des hommes à terre et j'ai tendance à penser que notre justice grandit de savoir, j'allais dire, punir comme le droit l'exige. Et là, d'une certaine manière, la question qui est posée, c'est de revenir à une peine qui lui permettrait de ne pas faire de prison. Et j'ouvre une petite parenthèse. Moi, je pense que nos prisons gagneraient à ne pas enfermer des gens qui sont coupables de fraude fiscale, parce que pour moi, la prison est un lieu d'enfermement de gens qui sont dangereux pour la société. On a d'énormes problèmes de nos prisons avec un surpeuplement. Et honnêtement, moi c'est mon opinion, je pense que la fraude fiscale ne mérite pas l'enfermement. On va écouter Guillaume de Monjou qui est peut-être plus... des amendes considérables. Absolument. On va écouter Guillaume de Monjou qui est peut-être plus sévère, mais on va d'abord laisser la parole à 2 internautes, à Seb qui nous dit quand on fraude, on le fait en connaissance de cause, tandis que Léna nous dit oui, il mérite la prison, il devrait être exemplaire. Un homme politique triche au nom de la France, donc il doit être inéligible à vie et en prison pour quelques années. Guillaume. Quand on a été ministre du budget, on rendait compte. Et je trouve que quand même, imaginez que cette sanction de 3 ans de prison ferme est disproportionnée. Je trouve que c'est ça, à mon avis, qu'il arrive à faire passer avec son appel, parce qu'il a joué un peu son va-tout, comme il a joué son va-tout en regardant les députés dans les yeux et en leur disant « je n'ai pas de compte à l'étranger ». Donc en fait, c'est un homme, à mon avis, qui a construit quelque chose, une image de lui, peut-être une image de lui, une projection parfaite. Et quand il écrit, par exemple, qu'après son entretien avec Fabrice Arfi, qui lui dit « je sais que vous avez un compte, on va le sortir dans Mediapart dans 2 semaines, est-ce que vous avez quelque chose à répondre ?» Il dit « je mesure ce qui va se produire, si ça éclate, la vie que j'ai construite va être détruite. » Donc c'est un homme qui est dans une idée de construction quand même, de construction de sa vie, de construction de son image, de construction de son mensonge, de construction vraiment de sa légende en fait. Et là, dans cet appel, je trouve qu'il y a quelque chose qui était
un peu honteux de sa part de tenter son va-tout comme ça, alors qu'il risque maintenant 5 ans de prison ou 2 ans. Enfin, il fait son calcul. Mais je trouve qu'il aurait dû dire là, j'ai été vraiment trop loin dans le mensonge. J'assume cette peine et vous inquiétez pas, il ne sera pas mis à freine. À mon avis, il sera dans une prison tout à fait avec des remises de peine assez rapides et un aménagement de peine comme la France sait faire au bout de 2 ans. Et donc en fait, Bernard Tapie y est passé et ils n'en sont pas morts. Je veux dire, c'est aussi une leçon, une façon de dire, écoutez, vous n'êtes pas là comme ça, on ne va pas vous pardonner. Mais l'affaire Thévenoud est exactement le même problème, c'est-à-dire que pas tout à fait. Thévenoud, le secrétaire d'État éphémère qui avait un problème avec les déclarations d'impôts. C'est pas la même affaire, c'est pas juridiquement le même problème. Avec sa femme. Avec sa femme. Simplement, il a d'abord été puni 2 fois, ce que normalement notre Constitution ne permet pas. Donc il a eu d'abord un jugement administratif avec l'administration fiscale et après il est passé au pénal où il a été à nouveau condamné et condamné assez lourdement quand même. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité. Donc si vous voulez, c'est quand même des peines. Là, vous parlez de Thévenoud. Je veux dire par là que parfois, c'est des peines effectivement, et d'ailleurs c'est assumé dans la décision de justice, des peines qui se veulent exemplaires. Ils ne sont pas traités comme des citoyens ou des contribuables, j'allais dire, normaux. Parce que si c'était le cas, je ne sais pas, moi c'est une question que je me pose. Quand Cahuzac a fraudé, il n'était pas encore un homme politique, il n'était pas. En plus, on a ce qui est très compliqué aussi en justice, c'est l'anachronisme, j'allais dire, de la peine, parce qu'on regarde avec les yeux d'aujourd'hui ce qui s'est passé dans les années 90. Or, la fraude fiscale, je ne vais pas dire que dans ces années-là, mais voilà, regardez, un chirurgien tel qu'il l'était, qui avait une clinique, etc., je ne vais pas dire qu'il a été... Il a son compte on se souvient de Fabius qui va diviser par 3 la facture fiscale, simplement parce que c'est un ami de Lagerfeld. On s'en souvient très bien. Aujourd'hui, je pense qu'on regarde, et sans doute à raison, si vous voulez, avec plus de sévérité, des choses qui, à une époque, étaient non pas tolérées, mais en tous les cas un peu d'usage, un peu plus... Voilà. On va écouter le point de vue de Denis Tillinac, mais je vais d'abord vous donner celui des internautes, parce que ce débat les passionne. Jean nous dit, la fraude fiscale est pareille que le vol. Faut-il enlever aussi tous les voleurs des prisons, tandis que Expan nous dit les coupables de fraude fiscale doivent payer par où ils pêchent une très forte amende. Léna, elle, estime que oui, Cahuzac mérite la prison. Il devrait être exemplaire. Un homme politique triche au nom de la France, donc inéligible à vie et en prison pour quelques années. Tandis qu'Étienne nous dit se repentir est une chose, montrer qu'on a des regrets est certes bien, mais ce n'est en rien un remboursement à la société du mal commis. Il a volé, il paye. Denis Tillinac. Bon, c'est vrai, il y a un problème de construction d'ego compliqué. C'est un personnage riche et complexe. Tous ceux qui l'ont connu à Villeneuve-sur-Lot peuvent en témoigner. Non, c'était pas. Il sortait un peu de l'ordinaire. Deuxièmement, la peine exemplaire, il l'a eu. Son honneur est brisé. Sa carrière politique est foutue. C'est un type. C'est un peu comme Strauss-Kahn. Alors, elle n'en pas tiré sur une ambulance. Ça y est, la peine exemplaire, qu'on le foute en tôle ou pas, c'est superfétatoire. À la limite, ça n'a pas grande importance maintenant. C'est un homme foutu sur le plan personnel. Et troisièmement, si vous me trouvez des Français qui n'essaient pas, au mieux, dès qu'ils en ont la possibilité de feinter un peu le fisc, vous me les amenez et on interviendra auprès du président Macron pour qu'ils aient la Légion d'honneur. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est pas pareil d'aller braquer de petits vieux que de tout ramener. En plus, par rapport à un certain nombre d'affaires dont on a entendu parler, 600 ou 700 000 euros, ça paraît pas monstrueux. Bon, bien sûr, il y a une fraude non. Mais il a payé, et au-delà, alors, de l'accable. Enfin, tout ce qu'on peut lui reprocher, la même chose que je reprochais à Strauss-Kahn, que j'avais défendu, qui lui aussi homme brisé, c'est des gens qui faisaient... Ça, c'était un peu la manie des socialistes d'une certaine génération. Ça leur a passé. Ils faisaient volontiers la morale à tout le monde. Ils auraient dû être un peu plus humbles. Il faut quand même rappeler, c'est très important, que ces détournements, cette fraude fiscale, cette évasion fiscale, n'a pas été faite dans l'exercice de ses fonctions. Ça aurait été, je trouve, beaucoup plus grave. Il y a un auditeur qui a parlé de l'État, il représentait l'État français. Quand il a fait ça avec sa femme, qu'il a ensuite dénoncé par vengeance. Il a fait ça comme un chirurgien qui était payé en liquide pour des opérations de chirurgie plastique. Si en revanche, il est avéré qu'il aurait utilisé son pouvoir d'État pour
faire des détournements pour s'enrichir, Ou des gentillesses au labo. ça serait beaucoup plus grave. Et ça n'est pas le cas. Guillaume, un dernier mot là-dessus? Non, mais la peur est bonne conseillère. Je veux dire, avoir peur de la prison, c'est aussi une façon d'être dissuadé d'emprunter les chemins qui y mènent. Voilà, donc j'ai vu qu'il avait avoué qu'il avait peur de la prison. J'ai trouvé ça très touchant de sa part de dire ça, parce que c'est pas facile pour un homme de dire qu'il a peur de quelque chose, et encore plus en public. Et donc voilà, donc je pense qu'il est sincère, en fait, aujourd'hui, mais c'est un homme, en même temps, qui doit aussi aller plus... Enfin, voilà, faire amende honorable aussi vis-à-vis du secteur public qu'il représente, enfin, de la société qu'il représente. Peut-être est-il plus sincère que lorsqu'il affirmait qu'il était en train de constituer une cagnotte pour financer une campagne de Michel Rocard, ce qui avait fait tomber de leur chaise un certain nombre de rocardiens historiques. Un dernier sujet, si vous voulez bien, une affaire qui a été révélée il y a quelques jours par Le Figaro, notre confrère Étienne de Montetti. L'académicien, l'écrivain Michel Déon est mort le 27 décembre 2016. Il est mort en Irlande où il résidait, mais sa famille a demandé à la mairie de Paris qu'il puisse être inhumé à Paris, ville qu'il aimait, et il y a une réponse négative de la mairie de Paris. Regardez le tweet qui a été envoyé par Pénélope Commit, c'est l'adjointe au maire chargée des espaces verts et des affaires funéraires. Bien, elle a expliqué très clairement que Michel Déon était décédé en Irlande, qu'il résidait en Irlande et que donc il ne pouvait pas être inhumé à Paris car ce serait une violation de la loi. On imagine évidemment qu'Anne Hidalgo avait auparavant validé cette prise de position. Elle l'a d'ailleurs confirmé dans un tweet elle-même, la maire de Paris, disant voilà, la réponse est claire. Seulement, cette réponse n'a pas éteint l'affaire, loin de là. Écoutez ce qu'en disait hier sur France Info l'écrivain et académicien Jean-Marie Roire. C'est un écrivain d'une portée universelle, Michel Déon, et qui honore Paris, puisque toute son œuvre parle de Paris. Je veux dire, c'est vrai que c'est un homme qui a vécu à l'étranger, il a vécu en Irlande, il a vécu en Grèce, mais c'est un homme justement universel. C'est ce qui est scandaleux. C'est pas une question d'être de droite, de gauche. Moi, ça aurait été, pour Aragon, un communiste, complètement égal. Ce ne sont pas les politiciens qui ont honoré Paris. C'est vraiment Victor Hugo, c'est Henri Barbus. Eh bien, pour ces génies, on peut faire des exceptions. Vraiment, dans ce domaine, je trouve que la littérature, justement, c'est au-dessus de la politique. Denis Tillinac, vous avez été à la fois l'ami et l'éditeur de Michel Déon lorsque vous présidiez la table ronde, n'est-ce pas, quand vous étiez le patron? C'est sa fille Alice. Voilà, et c'est d'ailleurs sa fille Alice Déon qui vous a succédé. Qui m'a succédé, oui, je connais bien donc cette histoire. Oui, je suis considéré un ami de la famille, oui. Elle a, depuis un an maintenant, cette urne de chez elle. Il y en a même deux, puisque Chantal Déon il n'a pas été enterré en Irlande, il a été incinéré et sa fille est décédée entre deux. Alors, évidemment, Madame Hidalgo est de mauvaise foi. Si elle veut trouver une solution, un accommodement, elle le trouvera. Elle ne veut pas, parce qu'elle fait partie, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, elle fait partie de ces gens de gauche sectaires pour lesquels l'empire du mal, c'est la droite, l'empire du bien, c'est la gauche. Il appartenait à l'empire du mal, on le sait, c'était un écrivain qualifié de droite et puis qui se présentait comme tel. Donc tout ça est lamentable et donc, je veux dire, il faudrait souhaiter que ce sectarisme-là disparaisse de la scène politique française, à commencer par Paris. Je soutiendrai n'importe quel candidat qui se battra contre ce sectarisme. C'est un homme qui a honoré grandement nos lettres, toute son œuvre, l'essentiel de son œuvre, il y a quelques passages sur la Grèce, mais l'essentiel de son œuvre, ça se passe à Paris, il parle tellement bien, Saint-Germain-des-Prés, les gens de la nuit, d'après la guerre, tout ça. Donc il mérite d'être à Paris, et je suis sûr qu'on trouvera soit un écrivain, je crois qu'il y a des centaines de gens qui ont proposé, qui ont une tombe à Montparnasse ou au Père-Lachaise, qui ont proposé de l'accueillir, et qu'ils en font une, ils en font deux, pour que Chantal soit avec Michel, et c'est ce qu'il faudrait. Anne-Sophie Beauvais. Oui, enfin, on parle quand même d'un académicien qui a siégé 38 ans à l'Académie, qui a vécu, je crois, un demi-siècle, d'après ce que j'ai lu, à Paris. Donc, que la maire de Paris ne soit pas dans une forme d'hospitalité funéraire pour cet écrivain, voilà, moi, j'avoue que ça me choque aussi, pour employer un mot assez simple. Voilà, pour tout vous avouer, j'interviewais hier Anne Hidalgo. Alors, je ne vais pas parler de cette affaire-là. Elle en veut beaucoup au Figaro. Elle a le sentiment que le Figaro s'acharne beaucoup sur elle. Voilà, le Figaro Magazine, on le rappelle, a publié un dossier sur sa gestion avec sa photo en couverture et cette
ce titre, l'échec. Voilà, mais je Au trouve moins, que c'est à elle nous lit, raison, déjà. voilà, elle vous lit absolument, mais je trouve que c'est à raison en tous les cas de rendre public ce sujet-là parce qu'il le mérite. Alors c'est pas la maire de Paris, mais quand je vois qu'on fait un hommage national pour un grand chanteur, et là tout d'un coup tout est possible. On a même joué, pardonnez-moi, mais on a même joué un concert de rock dans une église à la Madeleine. Je veux dire, c'est des journées pour Johnny Hallyday, c'est des journées où tout est possible, et là on a un académicien, un grand écrivain. Voilà, enfin, ça me paraît. La réponse, moi, me paraît évidente. Tout simplement. Ouais, elle a manqué sa chance de se montrer magnanime, en fait. Et donc, et élégante vis-à-vis d'un grand homme, enfin, qui a contribué quand même au patrimoine national. Je veux pas faire une hiérarchie de la musique et de l'écriture, mais enfin, bon, on a tous. Il y a eu un hommage incroyable pour un chanteur, Johnny Hallyday, et là, on est en train de dire que la ville de Paris ne veut pas accueillir un de nos écrivains. Je pense qu'elle le regrette déjà. Vous voyez, je ne sais pas ce qui va se passer. D'ailleurs, Julliard, son adjoint, avait été quand même au départ beaucoup plus mesuré dans la réponse. Il avait même dit que dans 8 jours, ça serait réglé. Ça serait réglé. On va voir comment elle peut faire marche arrière. Parce que le Figaro publie effectivement en fin de semaine dernière un premier article sur ce sujet, et Bruno Julliard, donc le premier adjoint d'Anne Hidalgo, dit mais je n'étais pas au courant de cette histoire, ça va sûrement se régler. Et finalement, ça ne se règle pas. C'est du sectarisme pur et simple, Bruno Girard? Écoutez, l'autre jour, j'étais en scooter, parce que j'ai un scooter, et c'est vrai que je me suis demandé si Anne Hidalgo n'était pas quelquefois un peu extrême, parce que, vous savez, j'ai pris Paris à partir de l'ouest là, pour aller vers le pont Mirabeau, et ensuite la Tour Eiffel, vous voyez, et alors j'ai vu, et je crois qu'il y avait une photo dans le Figaro Magazine de là-dessus, j'ai eu ce spectacle absolument inouï donc des quais qui avaient été réduits de moitié pour les voitures, donc il n'y avait plus qu'une ligne, et il y avait une ligne aussi importante pour les vélos. Simplement, il y avait toutes les motos et toutes les voitures qui avançaient au pas, parce qu'on avait réduit le flux de moitié, et il y a extrêmement peu de cyclistes. Si vous voulez, il y avait un cycliste tous les milles. Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'elle va sur le terrain? Est-ce qu'elle regarde? Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce qu'elle prend le métro? Je vous confirme que son rêve est une ville, elle me l'a redit hier, est une ville faite de vélos. Non, donc, je comprends très bien. Son modèle est Copenhague, qui est effectivement une ville... Je comprends très bien qu'il y a un problème grave, et là elle a tout à fait raison, de pollution à Paris. Et que les voitures diesel polluent terriblement, qu'on devrait se mettre à l'électrique, elle devrait d'ailleurs mettre les bus tout de suite à l'électrique, et qu'il faut améliorer les transports en commun. On est tous d'accord là-dessus. Mais on est tous d'accord aussi, elle, qu'on peut pouvoir prendre sa voiture, parce que si on déménage, ou si on amène sa grand-mère quelque part... Et là, on s'éloigne un peu du sujet Déon, là. On s'occupe de Déon, mais effectivement, je trouve que sa politique verte, et du fait en sorte qu'on puisse respirer à Paris est tout à fait légitime, mais que dans l'application de cette politique, il y a du sectarisme, il y a de l'extrémisme, et je le regrette. Voilà. Denis Tillinac, cette affaire survient après d'autres qui n'ont sans doute rien à voir, mais encore... par exemple, Charles Maurras, qui a été enlevé des commémorations nationales. Oui. Est-ce qu'il y a une espèce de droit d'inventaire qui est en train de s'exercer sur la littérature française? Alors, le cas est différent parce qu'à aucun moment, la mairie de Paris ne dit on ne veut pas de Michel Déon à Paris parce que c'était un écrivain de droite qui a été monarchiste. Mais est-ce que quand même, il y a une façon de revisiter avec des lunettes idéologiques, à votre avis, l'histoire de la littérature française? Il y a sûrement cette tentation, oui. Il y a plusieurs faits concomitants. Il y a l'histoire de Céline qu'une cabale médiatique a empêché de réédition par on n'a pas Gallimard. réédité les pamphlets antisémites de Céline. Antoine Gallimard n'a pas voulu les rééditer. Quand j'étais étudiant, moi, je les ai lus, on les trouvait partout. Bon, c'est pas. C'est l'histoire de Maurras. Alors, dans les textes sur le haut comité, il y a des fois c'est commémoré, des fois c'est célébré. Il faut savoir si c'est pour honorer, glorifier la mémoire d'une personnalité. Sûrement, Maurras le mérite pas. C'est une personnalité que je n'aime à aucun titre.
ni lui, ni sa personnalité, ni son œuvre. Si c'est pour signaler qu'il a eu une importance considérable sur des générations d'intellectuels, et pas n'importe qui, Ariès, Berdanos, c'est un peu comme du temps du Politburo soviétique, quand un type était éliminé, on effaçait son visage de la photo. Il y a cette espèce de tentation, là, comme ça, alors, une forme de négation, de réécrire l'histoire en effaçant ce qui ne plaît pas. C'est tout comme on enlève la clope du bec de Gabin, de Jean-Paul Sartre, de Camus. J'aime pas beaucoup ça parce que la liberté décline dans ce pays. Moi, il y a 40 ans que je publie des livres ou des chroniques. Ça va faire une dizaine d'années que je retiens ma plume et je ne l'ai pas fait pendant 30 ans. Et c'est pas bien. Merci Denis Lignac, merci à tous nos invités. Le mot de la fin restera comme de juste aux internautes, aux droitistes qu'on salue et qui nous dit quel sectarisme de la part de la mairie de Paris, tandis que Nicole partage, j'ai l'impression, ce qui est le point de vue général autour de cette table, scandaleux. Il y a déjà eu des exceptions à cette règle, donc les règles de sépulture à Paris, et il est né à Paris, dit-elle, en faisant allusion à Michel Déon. Point de vue, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre. À demain, même heure, même endroit.